Bonjour à tous, alors voilà, j'ai trouvé vraiment très sympathique toutes les vidéos qui ont été faites par les UPRiens ces derniers temps sur internet. Je trouve que ça donne vraiment un bel élan pour la candidature de François Asselineau et je trouve ça formidable. D'ailleurs moi j'invite vraiment tout le monde à en faire autant pour augmenter encore l'élan, le mouvement là qui est vraiment en marche pour le coup, même si c'est pas vraiment le en marche dont on a l'habitude de parler d'habitude. Euh, Parce que pour le coup, là, c'est vraiment la France qui est en marche, là, pour le coup, hein, même si c'est pas le slogan de l'UPR du tout. Voilà, donc moi, je voulais juste apporter ma petite pierre à cet édifice, en fait, en faisant une petite vidéo sur, comment dire, à l'intention, on va dire, de ceux qui découvrent l'UPR. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui découvrent l'UPR, il y en a qui en ont entendu parler depuis longtemps, mais il y a aussi beaucoup de monde qui le découvre. Et voilà, j'aurais une forme de message à leur adresser à tous ces nouveaux en quelque sorte. Si on voulait les classer, ces nouveaux, on pourrait les classer en fait en trois catégories, hein. En fait, il y a en quelque sorte déjà ceux qui sont d'emblée un peu intéressés, qui découvrent les idées de François Asselineau, qui les trouvent intéressantes et qui peut-être vont se les approprier à un moment ou à un autre en quelque sorte. Il y a ceux comment dire, qui vont dire ah bah oui c'est quand même intéressant, mais oui c'est intéressant, mais il dit la même chose que Marine Le Pen ou il dit la même chose que Mélenchon. Voilà. Il y en a plein qui vont dire ça, il y en a plein qui disent ça en tractant. Je me suis rendu compte qu'il y en a plein qui disent ça. Rien que hier, il y a une personne, très gentille dame, qui m'a dit avec un grand sourire: ah oui, il est pas mal votre candidat, mais c'est dommage qu'il ait repris toutes les idées de Marine Le Pen. Alors là, waouh, alors là, faut le faire. Mais bon, en même temps, c'est un peu normal que les gens disent ça quand ils découvrent vraiment complètement. Ils connaissent pas l'historique. Donc voilà. Donc ça c'est la deuxième catégorie, c'est ceux qui vont dire votre candidat est pas mal, mais en gros il a pompé les idées des autres et puis il essaie de se faire sa place en pompant les idées des autres. Et puis il y a carrément la troisième catégorie, c'est carrément les européistes qui disent non mais là oui c'est bon là, ouais votre candidat c'est n'importe quoi, moi je suis pour l'Europe, faut arrêter de dire n'importe quoi, patati patata et blablabla, et puis qui vont se taper sur la poitrine en disant je suis pour l'Europe. Bref. Donc dans ces trois catégories-là, bah, la première m'intéresse pas tellement parce que finalement j'ai rien à en dire. C'est des gens qui sont déjà d'emblée un peu convaincus, ou qui sont déjà à l'UPR, ou qui vont voter UPR un moment ou un autre. Mais j'ai quand même des choses à dire pour ceux qui sont dans la deuxième et la troisième catégorie. Ceux qui croient que François Asselineau est un opportuniste et ceux qui rêvent d'une autre Europe. Voilà. Pour ceux qui croient que François Asselineau est un opportuniste, il faut quand même rappeler un petit historique qui est quand même important, et qui remonte. Alors, moi, je veux pas faire l'ancien combattant parce que je ne fais pas partie des gens qui connaissent l'UPR depuis le début, mais enfin, je connais quand même l'UPR depuis un certain temps. Et je connais en tout cas l'UPR depuis courant 2011, vu que j'ai adhéré personnellement courant fin 2011, à peu près au moment du congrès où il a présenté son programme en 2000, pour la présidentielle 2012. Donc je connais assez bien tout ce qui s'est passé depuis 2012, et il faut quand même rappeler qu'à l'époque, ni Marine Le Pen ni Mélenchon n'étaient dans une démarche de sortie de l'Union européenne, de l'euro et encore moins de l'OTAN. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête, pour pas dire n'importe quoi. Alors, si les gens veulent des preuves, eh ben, François Asselineau en a déjà donné pas mal des preuves. Une preuve flagrante, c'était par exemple la profession de foi de Marine Le Pen en 2012. Alors, allez la voir, elle est sur le site de l'UPR. C'est parfaitement clair, net et précis. En 2012, il n'y avait pas un mot ni sur l'euro, ni sur l'Union européenne, ni sur l'OTAN. C'est clair, net, précis. Voilà. Et M. Mélenchon, c'est exactement pareil. À l'époque, il traitait ceux qui voulaient sortir de l'euro de maréchalistes, donc c'est dire à quel niveau de conscience il en était à l'époque. Il en était vraiment encore très loin de dire notre projet est incompatible avec les traités européens, vous voyez. Donc voilà, ça, pour qui a envie de savoir, les faits, comment dire, l'historique est là, les faits sont là, voilà. Donc s'il vous plaît, ceux qui découvrent l'UPR,
ne dites pas n'importe quoi, renseignez-vous. Voilà, c'est quand même important. Alors évidemment, ce qui est vrai par contre, c'est qu'à partir du moment où ces deux partis, le Front de gauche et le Front national, ont découvert l'Union populaire républicaine et la qualité de ses analyses, ça ce qui est vrai par contre, c'est qu'il y a eu une réelle inflexion, plus qu'une inflexion de leur programme, et leur programme il est devenu de plus en plus anti-euro, anti-Union européenne, et puis même ces derniers temps anti-OTAN carrément. Donc en gros, ils ont fini par reprendre tout ou partie, par pomper, il faut quand même appeler les choses par le nom, par pomper le programme de l'UPR. Voilà. Ils ont vu la qualité des analyses, ils ont vu la confiance que François Asselineau il avait dans cette direction, et ils se sont dit on va quand même pas se laisser plumer comme ça, et ils ont totalement profité de la censure dont François Asselineau était la victime. Faut quand même appeler les choses par leur nom, c'est quand même de la censure, pour mettre sur le devant de la scène les idées de l'UPR sans l'UPR. Voilà, c'est ça la réalité. Donc s'il vous plaît, ne dites pas de n'importe quoi, ne croyez pas n'importe quoi. Les idées de l'UPR, c'est en quelque sorte la propriété de l'UPR. Bon, une fois que tout le monde se le réapproprie, évidemment, on a envie que ça devienne la propriété de tout le monde. Mais en tout cas, ça n'appartient pas à un parti. Voilà, c'est ça. Ça n'appartient ni au Front de gauche, ni au Front national. Voilà. Alors, ceci étant dit, il y a des gens qui vont dire à ce moment-là, ah oui, mais Monsieur Asselineau, qu'est-ce qu'il faisait en 2002, alors au moment du traité de Maastricht, qu'est-ce qu'il faisait au moment du traité constitutionnel en 2005, où la France a dit non, etc., etc. Nous, on était dans les manifs, etc., etc. Alors, oui, je pense que on peut reconnaître que François Asselineau n'a jamais prétendu, à ma connaissance, être le plus précoce sur la question de l'Union européenne. Voilà, il a même avoué tout à fait honnêtement dans plusieurs vidéos que, alors je ne sais plus en quelle année, il avait voté oui à un référendum, il avait voté pour Simone Veil sur une liste européenne pour je ne sais plus quelle élection. Donc jeune, il était favorable à la construction européenne. Et c'est à partir du moment où il a eu connaissance de la nature profonde de l'Union européenne et des impacts sur la politique intérieure nationale, qu'il en a tiré des conclusions. Mais il n'a jamais prétendu qu'il était le premier à avoir critiqué l'Union européenne. Il n'a jamais prétendu être le premier à avoir participé à des luttes contre l'Union européenne. Par contre, ce qui est clair, net et précis, c'est qu'à partir du moment où il a découvert, entre guillemets, le poteau rose, il est celui qui, à partir de 2007 et de la création de l'UPR, il est celui qui en a tiré les conclusions de façon absolument définitive, en proposant un programme qui n'a aucune ambiguïté, qui est de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Voilà. Donc ça, on ne peut pas lui enlever ça. Et tous ceux qui étaient encore à l'époque, en 2007, dans une forme de souverainisme et de critique un petit peu incantatoire de l'Union européenne en disant oui, il y a des pertes de souveraineté, patati patata, etc. et qui étaient encore dans cette veine-là en 2012 et par la suite, eh ben, ils ont été dépassés par Asselineau qui lui a eu une position tout à fait radicale à partir de 2007. Voilà. Donc la conclusion de tout ça, c'est quand même qu'on ne dise pas n'importe quoi, il faut quand même retracer l'historique. D'ailleurs, pour avoir rencontré en tractant sur un marché quelqu'un du Front National, il a bien reconnu que bah oui, les idées de l'UPR sont excellentes, et puis dès lors qu'elles sont excellentes, et bah voilà, les idées de l'UPR n'appartiennent pas à l'UPR. Bah oui, on peut le voir comme ça, oui c'est sûr, on peut dire les idées de l'UPR n'appartiennent pas à l'UPR, d'ailleurs on voudrait qu'elles appartiennent à tout le monde. Simplement si elles sont reprises par le Front National qui les fait siennes pendant que l'UPR continue d'être censurée, ça pose quand même un problème. Voilà. Donc ça c'était pour remettre les choses dans l'ordre. Et ce que je dis là pour le Front National, c'est exactement la même chose pour Mélenchon, qui lui propose de façon encore moins évidente la sortie de l'Union européenne avec son histoire de plan A et de plan B auquel personne ne comprend rien, enfin, ou plus exactement on comprend clairement que de toute façon il veut tout sauf sortir, il veut essayer éventuellement de menacer un peu de sortir de l'Union européenne pour essayer de négocier des choses.
mais on ne voit pas bien, de toute façon, dès lors qu'on sent qu'il n'est pas prêt à vraiment sortir, on ne voit pas bien à qui ça va faire peur, et quand bien même ça ferait peur, ça a bien été démontré comme une forme, par certaines personnes, comme une forme d'abus de pouvoir de la part de la France sur les autres pays. Donc voilà, c'est un peu sans issue aussi. La seule issue possible, c'est celle que propose l'UPR en sortant de façon posée et respectueuse des autres, la sortie de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Voilà. Donc l'autre message que j'aurais, c'est concernant ceux qui veulent, je dirais, ceux qui se disent européistes. Voilà. Alors ceux qui se disent européistes, c'est une autre catégorie. Hein. Ils sont évidemment ni sur la ligne de Marine Le Pen, ni sur la ligne de Mélenchon. Eux, ils sont très fiers d'être pour l'Europe. Et c'est assez étonnant. Alors en fin de compte, bizarrement, ils ne sont pas si nombreux que ça, d'après ce que j'ai pu observer en tractant sur les marchés, ils ne sont pas si nombreux que ça. Quand on présente les idées de François Asselineau ou quand on parle de François Asselineau, la plupart du temps, les gens ne nous disent pas « Ah, vous voulez sortir de l'Union Européenne, c'est n'importe quoi ». Non, ce qui arrive pour moi le plus souvent, c'est « Ah bah c'est un petit candidat, bah oui, il a aucune chance. Oui, ça doit être intéressant ce qu'il dit, mais bon, hein, il a aucune chance. Hein. Oui, il a aucune chance. » Voilà. C'est ça finalement qui est le plus souvent opposé, c'est qu'il a aucune chance. Bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a quand même des irréductibles qui disent non, non, mais moi, en ricanant et en se foutant de la gueule du monde. Oh bah non, alors là, non. Ah bah là, alors lui, François Asselineau, il a vraiment un pet au casque, hein, il a vraiment un problème, ce garçon. Il veut sortir de l'euro et de l'Union Européenne, c'est vraiment n'importe quoi. Et alors ça pose question, je trouve, sur finalement pourquoi ces gens sont aussi attachés à l'Union Européenne et à l'euro. Finalement, la sortie de l'OTAN, je crois, les choque pas tant que ça, mais c'est surtout l'Union Européenne et l'euro, je crois. Et moi, il me semble que, en fait, il y a plusieurs raisons à ça. En fait, il y a 3 raisons, en fait, je pense. Si on voulait résumer vraiment, résumer la pensée des européistes, il y a 3 raisons. Il y a premièrement le fait que il y a vraiment le côté ouverture sur le monde. Donc, on veut être ouvert sur le monde, et pour les européistes, l'Union Européenne est un levier d'ouverture sur le monde parce qu'ils ont bien engrammé dans leur tête qu'on est dans un monde ouvert, que d'être dans un monde fermé, d'être en autarcie, c'est quelque chose qui n'est pas viable, et donc à partir de là, il faut être ouvert sur le monde, ce qui en quoi est tout à fait louable, hein. Ça, c'est vrai qu'on ne peut pas vivre en autarcie, mais il s'imagine que l'Union Européenne est un levier pour arriver à ça, pour arriver à être ouvert sur le monde. Et l'autre raison principale, c'est le côté protection. Donc c'est le côté je veux être protégé, je pense que la France est trop petite. En fait, c'est le côté protection et c'est le côté puissance. C'est le côté force. Donc je veux être fort pour être protégé. Voilà. Ou je ne me sens pas assez fort, donc je veux être protégé. Ou voilà. Et donc ça, c'est assez puissant. Et en effet, les gens ils ont engrammé aussi dans leur tête l'idée que la France est trop petite, qu'on ne peut rien faire tout seul, qu'il n'y a rien qui se fait tout seul à l'heure de la mondialisation, et que pour résister aux Chinois, aux Indiens, aux Américains, etc., et aux BRICS, etc., eh ben, il faut être dans un bloc. Et que si on n'est pas dans un bloc, on est mort. Voilà. Donc en fait, il y a un truc là qui est super intéressant et super étonnant en même temps. C'est ce côté à la fois ouverture et protection qu'il y a dans la pensée européiste, c'est-à-dire je veux être ouvert sur le monde et en même temps je veux être fort et protégé. C'est ce que, si je voulais résumer, je dirais c'est à la fois le bouquet de roses et le château fort. Voilà, c'est ça cette Union Européenne rêvée par les européistes. C'est à la fois un bouquet de roses et un château fort. C'est « Ah, je vous aime, c'est formidable, vous êtes tous beaux, vous êtes tous formidables, hein, on est ouverts, on s'aime ». Puis en même temps, oh, on est fort. Voilà, c'est un bouquet de roses et un château fort. Voilà. Donc d'ailleurs, ça interroge quand même, parce que comment est-ce que quoi que ce soit puisse être à la fois un facteur d'amour quasiment et en même temps de puissance. Voilà, c'est sûr que si on a quelque chose qui est à la fois l'amour et la puissance, c'est gagnant-gagnant. Pas de problème. Mais est-ce que c'est le cas de l'Union Européenne? Est-ce que c'est l'amour et la puissance? Et puis il y a un dernier point, il y a quand même un 3e point pour les européistes, c'est la paix. Voilà.
c'est la paix, et que si on est dans l'Union européenne, on aura la paix. Si on est en dehors de l'Union européenne, voilà, c'est la guerre qui va reprendre, comme on a connu en Europe pendant des siècles. Voilà. Je crois que c'est ça les 3 points essentiels. Alors, là, je voudrais juste rappeler rapidement, encore une fois pour ceux qui découvrent l'UPR, que ces 3 points-là ne tiennent pas du tout, c'est pas du tout les analyses de l'UPR, et au contraire, les analyses de l'UPR, c'est des analyses totalement inverses. Je le fais rapidement parce qu'après, il faut aller voir les conférences de François Asselineau, c'est pas moi qu'il faut écouter. Il faut se rappeler que, en fait, oui, l'Europe ne permet pas d'être ouvert sur le monde, ça c'est faux. C'est au contraire l'inverse, on est ouvert globalement sur le monde anglo-saxon, voilà, sur la pensée anglo-saxonne, sur les pays d'Europe colonisés par la pensée américaine et sur l'Amérique elle-même. Donc c'est vraiment sur l'empire euro-atlantique, quoi. Voilà. Et on n'est pas spécialement ouvert sur le monde africain. Voilà. Il y a des gens issus de l'immigration en France, voilà, mais c'est pas pour autant qu'on est spécialement ouvert sur le monde africain. On n'est pas spécialement ouvert sur le monde indien, on n'est pas spécialement ouvert sur le monde sud-américain, on n'est pas spécialement ouvert sur le monde japonais. Enfin voilà, on n'est pas vraiment ouvert sur le monde. Voilà. Et au contraire, ça nous fige et ça nous entraîne vers une espèce de pensée rétrécie. C'est un peu comme si on était dans un immeuble et qu'on s'empêche d'avoir des relations avec le monde entier, avec tous les gens du village ou tous les gens de la terre. Et on s'oblige à avoir des relations privilégiées avec les gens de l'immeuble. Alors évidemment, c'est très bien d'avoir des bonnes relations avec les gens de l'immeuble. Oui, on ne va pas dire qu'il faut avoir des mauvaises relations avec ses voisins, au contraire. Mais l'idée selon laquelle on doit avoir des relations privilégiées avec ses voisins, non, on n'est quand même pas obligé d'en rester là. Alors, évidemment, si pendant des années on a été en guerre avec ses voisins, on peut se dire, oh là là, il ne faut pas que la guerre des voisins reprenne. D'accord, on peut se dire ça. Mais à un moment donné, quand ce qu'on est en train de construire est en train de tourner à une forme de dictature totale, une dictature totalement étouffante pour tout le monde, est-ce qu'il faut continuer de se laisser intimider par la question de la guerre ou de la paix? Personne n'a envie que la guerre reprenne en Europe, mais est-ce qu'on va se laisser intimider sempiternellement? Autrement dit, est-ce qu'on va rester sempiternellement dans un espèce de choix entre d'un côté le retour des tranchées de Verdun en gros, et de l'autre côté une Union européenne qui est une dictature? Est-ce qu'on aurait que ces deux choix-là? Est-ce que c'est soit les tranchées de Verdun, soit la dictature européenne? Normalement, on devrait pouvoir trouver une troisième voie. Voilà. Alors, la troisième voie, selon certaines personnes, c'est oui, c'est l'autre Europe. Ah oui, l'autre Europe. Formidable. Bon, alors là, je renvoie aux analyses de l'UPR qui expliquent en quoi l'autre Europe, de toute façon, est absolument impossible. Et là, je ne vais pas refaire les conférences de François Asselineau, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, voilà. Donc, les analyses de l'UPR, c'est bien que l'Union européenne ne permet absolument pas d'être ouverte sur le monde. Non, c'est faux. C'est faux, c'est totalement faux, et ça en est mortellement faux même. Voilà. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'on est protégé grâce à l'Union européenne? Non, enfin il y a un article, par exemple François Asselineau cite souvent un article célèbre qui est l'article 63. L'article 63, oui, c'est aucune restriction au mouvement de capitaux à l'intérieur de l'Union européenne, mais aussi entre l'Union européenne et les pays tiers. Donc à partir de ce moment-là, l'Union européenne ne peut pas vraiment être quelque chose de protecteur vis-à-vis de l'extérieur, puisque ça devient quelque chose qui est ouvert à tout vent, au contraire. Ça devient une espèce de place de marché qui est ouvert à tout vent, où chaque rapace de la finance internationale peut venir racheter n'importe lequel de nos bijoux de famille et on n'y peut rien. Donc c'est pas être fort dans la mondialisation, ça, c'est au contraire s'inscrire dans la mondialisation en disant je refuse d'avoir la moindre protection, voilà, le cœur est là, tirez là, allez-y, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, allez-y. Voilà, donc c'est aussi ce que François Asselineau appelle je pense qu'il n'est pas le seul, il appelle ça les ouvertures asymétriques. Voilà. Donc conclusion, oui, voilà, pour les nouveaux, sachez bien que, et pour les nouveaux qui sont des européistes, essayez de réfléchir un peu 2 secondes sur ce que c'est que l'Union européenne vraiment. Voilà, l'Union européenne que vous croyez ouverte sur le monde et protectrice, en fait, elle est ni ouverte sur le monde ni protectrice. Voilà. Alors moi, je peux pas j'essaie de vous faire le résumé du résumé, mais après pour plus de détails, évidemment, faut aller prendre un peu de temps et aller écouter les conférences de François Asselineau. Ça c'est évident, vous y couperez pas. Voilà.
Concernant la paix, il y a aussi plusieurs autres points concernant la paix, c'est que ça a été bien expliqué dans certaines conférences de l'UPR, c'est le fait que ce qui a quand même conduit à la paix, c'est l'histoire de la bombe atomique. Le fait d'avoir deux blocs, c'est pas en tant que tel le fait d'avoir deux blocs, c'est le fait d'avoir cette histoire de bombe atomique qui est quelque chose d'hyper intimidant, qui est le côté, si on commence à se foutre sur la gueule, ça va tout de suite mal finir. Donc évidemment, ça intimide quand même tout le monde, et ça fait en sorte qu'il n'y en a pas un qui a tellement envie de commencer, quoi. Voilà. Donc c'est avant tout la bombe atomique qui a conduit à la paix. C'est un peu triste à dire avec le recul, parce que quand on voit ce que ça a fait sur les pauvres Japonais, c'est un peu triste à dire, mais en même temps, ça a quand même conduit à une espèce d'intimidation réciproque qui a fait qu'il n'y a pas pu y avoir de gros entraînages. D'ailleurs, les deux blocs se sont fait la guerre par état interposé, quoi. Ils ont armé les uns, armé les autres, ce qui d'une certaine façon est dégueulasse, mais en tout cas, c'est pas d'une certaine façon, c'est totalement dégueulasse même. Mais en tout cas, c'est ça qui a conduit à la paix sur le continent européen. Pas tout le continent européen d'ailleurs, parce que quand on regarde ce qui s'est passé en Yougoslavie, on ne peut pas dire que ça a conduit à la paix partout, hein. En Yougoslavie, c'est épouvantable ce qui s'est passé. Voilà. Donc, ce qu'il faut voir aussi, enfin, concernant cette histoire de paix, c'est que, voilà, si ça a conduit à la paix à l'intérieur des frontières de l'Union européenne, ça n'a pas conduit à la paix absolument partout, parce que, au contraire, ça a conduit à une logique de bloc. Ça a conduit à une logique de bloc qui fait que, oui, entre nous, ça va, on n'a pas du tout envie de se foutre sur la gueule pour l'instant, hein, voilà, il n'y a pas de problème, mais avec ceux qui sont en dehors de notre bloc, eh ben, on est dans une logique agressive, et c'est le cas avec la Russie, quoi. Et c'est le cas aussi, d'une autre façon, avec le monde arabo-musulman. Voilà. Donc, tout ça, ça colle pas tellement, hein, ça colle pas tellement, c'est pas tellement cohérent. C'est pas tellement... L'Europe n'est pas ce qu'elle prétend être, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faudrait, sur lequel moi j'invite les européistes à réfléchir. Voilà. Et puis, il faut bien voir aussi un truc, c'est que, par exemple, reprenons la guerre 14-18, hein, moi si j'ai bien compris mes quelques cours d'histoire, la guerre 14-18, il y a eu un engrenage suite à un assassinat en Serbie de quelqu'un avec lequel le petit paysan ou le petit ouvrier français n'avait strictement rien à voir. Ils s'en fichaient complètement, mais alors ils s'en foutaient complètement qu'il y ait un archiduc qui se soit fait trucider, ils s'en foutaient complètement. Mais là, qu'est-ce qui a déclenché la guerre? C'est justement les alliances automatiques, c'est le jeu des alliances automatiques qui a déclenché la guerre. Et voilà, donc c'est pour dire, les alliances, la logique de bloc, parfois ça peut concourir à la paix, oui, peut-être, pourquoi pas, mais ça peut aussi être une espèce de... ça peut participer à être une escalade vers la guerre. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer avec la Russie, enfin c'est même complètement ce qui est en train de se passer avec la Russie, quoi. Bon là, depuis quelques temps, ça semble s'être un peu calmé, mais il y a quelques mois, c'était encore assez effrayant tout ce qui était en train de se préparer de part et d'autre. Voilà. Bon. J'aurais un dernier message à l'intention des européistes et de tous ceux qui... C'est pas spécialement des européistes, c'est à l'intention de tous ceux qui ne prennent pas le temps d'aller voir les analyses de l'UPR. Quelque part, quand on parle de l'UPR à certaines personnes, il y en a beaucoup, ou même quand on parle simplement de politique, plus globalement quand on parle de politique, il y a quand même énormément de gens qui sont dégoûtés par la politique, qui passent leur temps à cracher sur les politiques, qui sont hyper déçus, hyper en colère, qui en peuvent plus, qui en ont marre et qui sont à bout, et en même temps parfois certains qui ont une espèce de jubilation de leur cracher dessus comme si ça leur faisait finalement plaisir d'une certaine façon. Puis il y en a d'autres, vraiment on sent que ça leur coûte, quoi. Ça leur fait pas plaisir du tout. Mais dans tous les cas, ce que je constate, c'est que souvent chez ces personnes-là qui sont vraiment extrêmement énervées, extrêmement en colère contre les politiques, quand on leur dit tiens, plutôt que de regarder les médias, plutôt que de regarder la télé, ce que tu pourrais, c'est éteindre ta télévision, tu pourrais fermer ton journal, tu pourrais laisser tomber France Inter, tu n'apprendras pas grand chose mon pauvre, et tu pourrais aller voir par exemple les conférences de François Asselineau, tu vas voir, tu vas apprendre plus de choses qu'en des heures et des heures de France Inter. La plupart du temps, souvent, les gens non, ils veulent pas. Voilà, donc ils sont contents de continuer de râler, mais si on leur propose de prendre
du temps, pas énormément forcément, juste un peu de temps pour aller voir autre chose, et ben là, non, ils montent sur leur grand chevaux, et puis, oh non, mais de toute façon, c'est des conneries, voilà. Souvent, ils vont dire, ah, c'est des conneries, ça, tout le temps. Hein, quoi, ils proposent de sortir d'euros? Hein, non, mais c'est n'importe quoi, ça. Hein, quoi. Non, voilà. Voilà, donc ils vont se mettre à aboyer, et puis ils vont même pas prendre un tout petit peu sur leur temps de cerveau disponible pour aller voir autre chose. Donc c'est assez curieux. Alors, et c'est ça qui est spécial, je vais faire un peu de psycho à deux balles, c'est ça qui est spécial avec tous ces gens-là, je l'ai observé dans ma famille, je l'ai observé en tractant, c'est que ces gens-là croient en fait avoir une pensée personnelle. D'ailleurs, c'est ça qui est curieux, c'est que souvent les gens qui réagissent comme ça, c'est pas des gens qui sont sous-éduqués, hein. C'est pas des gens qui ont fait peu d'études. C'est des gens qui au contraire ont fait des études, qui pensent avoir de l'esprit critique, voire même beaucoup d'esprit critique, qui vont même se taper sur la poitrine en fustigeant les gogos qui croient à tout et n'importe quoi, en disant ouais moi je crois pas à toutes ces conneries, etc. etc. Et pourtant, eh ben, ils vont être jamais capables de prendre un peu de temps pour aller écouter autre chose. En fait, ces gens-là, tout se passe comme si, en quelque sorte, ils étaient persuadés, avec leur gros cerveau, leurs grosses études, leur énorme capacité intellectuelle, soi-disant, ils étaient capables de tout comprendre. Ils étaient capables tellement de tout comprendre, c'est qu'ils sont capables d'écouter, en gros, ils sont capables de renifler une fosse à purin toute la journée. Quand je dis une fosse à purin, je veux dire les médias en général, hein, parce que pour ceux qui n'ont pas encore compris que les médias c'est une fosse à purin, ben, je ne sais pas comment leur expliquer, enfin, on n'apprend plus rien dans les médias. Donc ils vont regarder les médias, ces gens-là, ils vont regarder ils vont lire la presse, etc. Et puis ils vont dire, ah quelle connerie, ah là là, qu'est-ce qu'ils sont cons. Bah oui, mais les gars, c'est quand même pas tellement, il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour se rendre compte que c'est de la merde, quoi. Donc si vous êtes si intelligent, si vous avez autant d'esprit critique que ça, ben restez pas devant la télé à regarder des conneries. Justement, essayez de vous ouvrir à autre chose, parce que le fait que les médias c'est de la merde et de l'asséner, de le dire à longueur de journée, ça n'apprend rien à personne, quoi. Il y en a plein d'autres qui l'ont déjà compris, quoi. Donc pendant que vous êtes en train de râler et puis de penser que vous avez tout compris avec vos gros diplômes éventuellement, eh ben vous êtes en train de passer à côté de plein d'informations intéressantes que le petit gars à côté, le chômeur, le je sais pas qui, lui, il est en train de comprendre des trucs là, pendant que vous êtes en train de stagner, quoi. Donc bougez votre cul un peu, quoi, parce que là, vous n'êtes pas bon, quoi. Vous n'êtes pas bon, on a envie de vous dire, mais attendez, baissez un peu votre arrogance là, soyez un peu moins arrogant, soyez un peu plus simple, plus humble, et envisagez quand même 2 secondes l'hypothèse que vous n'avez pas tout compris sur tout, quoi. Voilà. Donc, en fait, on se rend compte aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de temps de cerveau disponible. C'est-à-dire, quand les gens, en particulier les gens qui bossent beaucoup, même les gens qui sont doués, intelligents, comme je disais tout à l'heure, ces gens-là, eh ben, ils ont quand même très peu de temps pour se poser et écouter un documentaire, etc. Et ils ont tellement peu de temps, ils veulent tellement pas dégager du temps là-dessus qu'ils préfèrent juger vite en se disant c'est des conneries tout ça. Ils préfèrent penser que c'est des conneries pour se rassurer par rapport au fait que ça n'a pas d'intérêt de le regarder. Donc ils se rassurent, ils se disent bon bah voilà, j'ai raison de ne pas regarder ça. Ça serait une perte de temps de ne pas regarder ça. Et au résultat, bah, ils ne le regardent pas et ils en ont bonne conscience parce qu'ils ont mis dessus l'étiquette nul à chier. Voilà, ils ont mis l'étiquette nul à chier et donc voilà, ils n'auront pas à dépenser de temps. Et ça montre que en fait, que les gens ils soient riches, pauvres, etc., qu'ils aient fait des études ou pas, eh ben, ils sont tous un peu dans la même situation, c'est d'avoir très peu de temps de cerveau disponible. Voilà. Moi j'ai remarqué ça et ça me paraît vraiment une clé essentielle. Donc j'ai un message à tous les gens qui pensent avoir des opinions sur l'UPR sans jamais l'avoir écouté. Je vais dire, moi je respecte le fait que vous n'ayez pas de temps, voilà, il n'y a aucun problème, ou même si ça ne vous intéresse pas, ça vous prend la tête, vous n'en avez rien à foutre, pas de problème, alors là, c'est votre truc, hein. Bon, ça a ses limitations de penser comme ça, mais en même temps, si vous voulez penser comme ça, vous pensez comme ça, c'est votre problème, moi j'y vois pas d'inconvénient, vous faites comme vous voulez. Mais si vous n'avez pas de temps, vous dites j'ai pas de temps. Ou si ça vous prend la tête, vous dites ça me prend la tête. Vous dites pas, sans avoir rien regardé, ah oui, non mais ça, je sais que c'est des conneries. Parce que ça, excusez-moi, c'est vraiment le marqueur du crétin.
C'est le marqueur du crétin. Quand vous réagissez comme ça, vous êtes des crétins. Voilà. Je suis pas très très sympa quand je dis ça. Bah oui, mais bon, voilà. Encore une fois, moi je vous en veux pas de ne pas avoir de temps. J'en ai pas tellement moi-même. Mais à un moment donné, il faut simplement être honnête. C'est tout. Il faut être honnête. Donc pareil, pour revenir à François Asselineau, excusez-moi, mais l'opinion que vous aurez sur François Asselineau, elle sera intéressante quand vous aurez au moins passé 2 heures à écouter François Asselineau, pas seulement quand vous l'aurez écouté 5 minutes sur France Inter. Parce que Mélenchon, Le Pen, Dupont-Aignan, Fillon, Macron, etc., tout cela, vous les avez quand même entendus un certain temps, voilà, vous connaissez un peu leur discours, vous avez en cumulé, je pense que vous avez quand même bien passé 2 heures à les écouter. Voilà, alors maintenant, prenez bien 2 heures pour écouter Asselineau, et puis après vous pourrez en parler, après vous pourrez dire bon ben voilà, soit ça me plaît, soit ça me plaît pas, mais voilà, au moins vous aurez changé de camp, vous ferez plus partie du camp de ceux qui parlent sans savoir. Voilà, ça me paraît vraiment extrêmement important. Donc voilà. Voilà, moi en conclusion, voilà ce que je dis aux nouveaux, eh bien c'est non, l'UPR n'a pompé ses idées à personne. Voilà. L'UPR est vraiment un parti qui a des idées originales. C'est les autres qui ont pompé les idées à l'UPR. En profitant, et pour que ça ne se voit pas, ils ont profité de la censure médiatique extrêmement violente qui était opposée à l'UPR. Donc l'UPR a vraiment des idées très 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 originales et vraiment d'avenir. Et le deuxième point, c'est vraiment dégager du temps de cerveau disponible. Et ne parlez pas de l'UPR sans savoir, vraiment ça c'est vraiment saoulant, quoi. C'est vraiment arrêtez, stop. Et puis surtout, j'aurais encore un dernier point en conclusion, c'est ne croyez pas aux sondages, quoi. Voilà. Les sondages c'est n'importe quoi. J'ai d'ailleurs une anecdote à ce propos en tractant. C'est pour avoir observé des gens qui, quand je leur demandais, bon, est-ce que vous croyez aux médias? En général, ils disaient, ah bah non, on sait bien maintenant que c'est manipulé, hein, voilà. Est-ce que vous croyez aux sondages? Ah bah non, on sait bien que c'est manipulé. Ah, voilà, non, ça c'est clair. Très bien. Bon, et alors sinon, mon candidat là, vous en pensez quoi? Oui, il a l'air bien, mais bon, le problème c'est que voilà, il a aucune chance. Et donc, voilà, moi je vais voter utile. Ah oui, je vais voter utile parce que je veux éviter Macron, alors je vais voter, je sais pas, Fillon, ou je veux éviter Le Pen, alors je vais voter Macron. Voilà, je vais voter utile. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est que ces gens, ils disent qu'ils croient ni aux sondages ni aux médias, mais en même temps, à la fin, ils en arrivent à voter, entre guillemets, utile. Ça n'a juste aucun sens. C'est complètement, excusez-moi, mais c'est complètement stupide. Ou alors c'est que vous croyez quand même un peu au sondage. Voilà, vous y donnez quand même un peu de crédit. Vous y dites que vous y croyez pas, mais en fait vous y donnez un peu de crédit. Donc voilà, choisissez votre camp. Si vous ne donnez vraiment aucun crédit au sondage, si vous avez pris conscience à quel point les sondages ont été trafiqués en particulier ces derniers temps, ça s'est vu quand même, hein, parce que personne ne donnait Trump gagnant. Personne ne donnait le Brexit gagnant. Personne ne donnait Hamon gagnant aux primaires du Parti Socialiste. Personne ne donnait personne ne donnait Fillon gagnant. Enfin voilà, en fait, les 4 dernières élections, les sondages se sont trompés à 100%. Voilà. Donc voilà, prenez bien en compte le fait que les sondages sont totalement manipulés. Prenez bien en compte le fait que les sondages qui sont aujourd'hui annoncés pour l'UPR sont ridiculement faux, c'est vraiment n'importe quoi. Et donc si vous en pincez un peu pour l'UPR, eh ben voilà, faut vraiment voter avec le cœur. Maintenant, faut y aller, quoi. Faut voter UPR, quoi. Faut pas tourner autour du pot, quoi. Voilà, faut voter pour le candidat que vous aimez, quoi. Faut arrêter de vous laisser enfermer dans le truc du vote utile. Voilà, je pense que là il y a un grand élan qui est en cours, et donc j'espère que vous allez tous vous rassembler autour de l'UPR. Voilà. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a intéressé et appris des choses, et vive la République, et vive la France, et vive l'UPR.